Voici l'atelier de mathématiques vivantes et quelques activités réalisables en classe. Activité en classe de sixième qui dure à peu près 4 heures. Les élèves sont par groupe de 4. Au tableau sont écrites les dimensions d'une feuille de format A4, soit 21 cm x 29,7 cm. Dans le groupe, les élèves se répartissent les distances en nombre entier de centimètres, 1 cm, 2 cm, 3 cm, etc. Et chaque élève trace sur une feuille A4 une marge à cette distance fixe du bord. Un pliage selon ces marges donne une boîte. Il y a plusieurs possibilités pour bloquer les angles, mais il ne faut pas coller les coins pour pouvoir remettre la feuille à plat. Chaque groupe empile toutes ces boîtes pour obtenir une pyramide. À ce moment se posent quelques questions. Quelle est la boîte qui a la plus grande hauteur, la plus grande aire, le plus grand volume? Eh bien non, elles n'ont pas toutes le même volume. Les élèves reproduisent le tableau suivant et commencent à le remplir par colonnes. Ici, le tournant sémantique est important car les élèves passent de la manipulation et de la mesure imprécise au calcul et à la déduction. Une boîte de 5 cm de hauteur ne peut pas avoir 19,8 cm de longueur de base. Ah, mais pourquoi, monsieur? Je l'ai pourtant bien mesuré. Parce que 29,7 cm moins 2 fois 5 cm n'est pas égal à 19,8 mais 19,7. Le calcul est plus précis que la mesure. Après un rappel des formules, les élèves calculent à la calculette les aires de la base, puis des côtés et l'aire totale. Ici, on peut remarquer que la priorité des opérations est nécessaire. Et enfin, le calcul du volume. À partir du tableau, les élèves tracent 3 courbes. La longueur de la base en fonction de la hauteur, l'aire de la boîte sans couvercle en fonction de la hauteur, le volume de la boîte en fonction de la hauteur. Les élèves ont placé des points et sont tentés de les relier. Il faut expliquer pourquoi c'est licite de le faire. C'est le passage difficile du discret au continu, des entiers aux décimaux. On peut répondre maintenant aux questions. Quelle est la plus grande hauteur? Quelle boîte a la plus grande aire? Pour le volume, c'est un peu plus compliqué. On ne voit pas exactement où est le maximum. Les groupes rapides ont donc le temps de compléter le tableau avec des hauteurs de mesure décimales pour approcher ce maximum. Une séance est alors consacrée au passage en salle informatique pour utiliser Excel et les plus belles courbes sont affichées dans la classe. Voici un pliage en origami, un cube mieux connu sous l'appellation bombao, parce qu'en Asie, au Nouvel An, on construit aussi des cubes que l'on remplit d'eau et que l'on lance vite sur les passants. Il ne fait pas froid au Nouvel An. Bien préciser aux élèves que cela ne se fait qu'en Asie. En origami, on part toujours d'une feuille carrée découpée au massicot pour toute la classe. Principe de base important, la feuille est pliée, on marque le pli avec l'ongle et on redéplie. On plie ainsi les diagonales en vallée, les médianes en montagne, et la feuille se met facilement en position de grand triangle qui est la base de départ de beaucoup de pliages. On amène les deux coins au sommet du grand triangle et on obtient le petit carré. Les pointes de droite et de gauche du petit carré sont amenées au milieu de la diagonale. On obtient deux petites poches. Les pointes au-dessus des poches sont pliées en deux, puis glissées dans ces poches. Cette opération bloque la boîte et l'empêche de se défaire. On voit les poches marquées par des flèches. On arrive à cette situation. Les pliages qu'on voit ici évitent d'avoir à former le cube une fois déplié. C'est terminé, enfin presque. En bas du pliage, il y a un trou, marqué par la flèche, dans lequel on souffle, le cube se déploie et comme par magie, on passe du plan à l'espace. Une fois plié, on admire un peu son œuvre et puis on déplie. Oh, il y a beaucoup de plis. Nous passons là de l'origami à la géométrie. Le cube a 6 faces, mais où sont-elles donc? Aux élèves de les retrouver. Je demandais de tracer les plis de construction sur une feuille carrée sans plis. Occasion d'utiliser le vocabulaire de géométrie, de nommer des points par des lettres. On peut aussi calculer l'aire d'une face et le volume du cube. Comme il y a autant de cubes que d'élèves, on peut même construire des cubes plus grands. Voici des activités de découpage pour visualiser des formes dans le plan et dans l'espace. Depuis Kepler, on sait que tous les flocons de neige s'inscrivent dans un hexagone régulier. Mais il a fallu 300 ans pour montrer que c'est la structure cristalline de la glace qui confère aux flocons leur symétrie hexagonale. Essayons d'imiter quelques-unes de ces belles formes. On part
d'un disque que l'on plie selon 3 axes à 60 degrés. Voilà les 3 axes. On replie et on replie une 4e fois. On découpe ce secteur à sa guise et en dépliant le secteur, on retrouve les axes de symétrie que l'on voit sur la figure de droite. Voici quelques exemples de frises et le résultat fini. Il y a une correspondance entre le modèle et le cristal déplié. De belles activités sur les symétries axiales réalisables à tous les niveaux. C'est pas objectif Lune, c'est objectif Terre. On va fabriquer cette sphère. C'est une réduction de la sphère terrestre. Après le chapitre cosinus et trigonométrie, voici l'objet de plus près. Le rayon de la sphère est 10 cm. On voit les 2 cercles polaires, les 2 tropiques, l'équateur, les 8 méridiens. Tout le monde connaît les pôles et l'équateur, mais à quoi correspondent donc les cercles polaires et les tropiques? Pour la construction, voici les informations dont les élèves ont besoin. Pour les angles, il est important de parler de la précision, des arrondis, des minutes et secondes, du GPS qui calcule notre position. C'est aussi l'occasion de faire un peu de géographie, de parler de méridiens et de parallèles, de cartographie, de fuseaux horaires, d'astronomie. Et voici les pièces du puzzle. Le calcul des rayons des cercles polaires et des tropiques ainsi que la position des entailles sur les méridiens sont des calculs de trigonométrie simples. Idéalement, si les entailles sont de l'épaisseur du carton, le montage est plus facile. Et à plusieurs, c'est plus facile. À partir de tracés très simples, les élèves découvrent de belles courbes, mais il faut de la patience et de la rigueur et de la précision. On distribue aux élèves des photocopies d'un cercle gradué de 10 degrés en 10 degrés. On numérote dans le sens des aiguilles d'une montre, d'abord de 0 à 36, puis on poursuit la numérotation en parcourant 3 fois le cercle de 0 à 108. On peut aussi aller plus loin si on le souhaite. On propose aux élèves de relier des points. Par exemple, l'élève ajoute toujours 15. Il relie 0 à 15, 1 à 16, 2 à 17, etc. jusqu'à 36, et il obtient le premier dessin. Mais si l'élève se trompe et fait un décalage de 1 à partir de 33, il obtient le second dessin, très joli, mais sans relation mathématique avec une courbe existante. Et s'il multiplie toujours par 2, il obtient le troisième dessin, la cardioïde. Le travail nécessite soin et attention. En multipliant par 2 à partir de 19, 19 fois 2 égale 38, il fait de l'arithmétique modulo 36. On découvre cette belle courbe en forme de cœur, la cardioïde. C'est aussi l'enveloppe des rayons d'une source lumineuse placée sur le bord d'un cylindre et réfléchie à l'intérieur du cylindre. Lorsqu'on explore la table de multiplication par 3, on obtient une néphroïde, et avec la table de multiplication par 4, une épicycloïde à 3 points de rebroussement. À chaque fois, on obtient une fleur avec un pétale de moins que le nombre de la table de multiplication. On peut faire tracer aux élèves des spirales. C'est un excellent apprentissage pour la précision. On change le centre de l'arc de cercle à chaque étape et on raccorde les arcs avec soin. On peut leur faire tracer une spirale à 2 centres, à 3 centres placés en triangle ou à 4 centres placés en carré. Autre spirale, la spirale dorée, en partant de carré de côté 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. On reconnaît le début de la suite de Fibonacci. On obtient une spirale très proche de la spirale logarithmique qui, elle, est impossible à construire avec un compas. Des manipulations avec des barres articulées. Les barres articulées achetées ou fabriquées en carton sont un outil précieux pour la classe. Il faut prévoir au moins 3 longueurs différentes, percées aux extrémités, au milieu et en un point situé sur la barre. Il faut aussi des attaches parisiennes et de la ficelle. Les barres sont soit les côtés, soit des diagonales.
Demandez aux élèves en groupe de positionner les barres pour obtenir tous les types de quadrilatères. Chaque position est ainsi dessinée dans le cahier avec une légende. Cette activité est constructive car elle passe par les mains, oblige les élèves à formuler les propriétés de chaque type de quadrilatère. Ainsi, un carré est bien un rectangle, un losange et un parallélogramme, ce qui n'est pas une évidence pour tous. Voici quelques variantes qui cachent d'autres propriétés. Pour nous, enseignants, il est important de jouer avec ce matériel pour en percevoir la richesse et l'activité intellectuelle qu'elle induit. C'est beaucoup plus qu'un jeu, ce sont des mathématiques. Les transformations planes du plan sont plus faciles à percevoir avec ces montages. Le pantographe sert aussi de symétriseur central. Les propriétés des transformations sont vite perçues par les élèves dans une activité dynamique. Ce n'est pas la boîte noire de l'ordinateur qui donne la réponse. Et ce matériel sert aussi pour vérifier expérimentalement le théorème de Thalès et ses prolongements. Je vous laisse admirer en silence. No comment. Voilà. Cette conférence a été conçue et réalisée par Michel Barthelet et Pierre Hubert.